C'est la fin pour Shikamaru, Mamushi face Damon, qui va le remporter. Quelle est cette nouvelle technologie que Sumire va développer pour améliorer l'arme de Boruto? Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 25, 26 et 27 de Boruto To Blue Vortex, et comme d'habitude j'ai les théories réalisées. Les potos, j'étais pas présent car mon téléphone a été bousillé, il a fallu attendre pour acheter une autre plus performant pour vous régaler. Et le voilà, je vais me rattraper. Si tu es trop pressé, avance la vidéo dans ce minuteur pour regarder la review du chapitre 27. Mais pour tous les gros originaux qui m'attendaient, je n'ai qu'une chose à dire, je suis désolé, mais maintenant je vais publier plus de vidéos. Quelle est la nouvelle puissance que Kawaki va développer? Pourquoi Sarada et Sumire n'ont pas été affectés par l'omnipotence? Est-ce que Shikamaru ne va pas perdre sa place? Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, dis-moi dans quel pays que vous me suivez. Ajoutez tout ça en commentaire, je vais voir quel pays a gagné. Sans oublier de vous abonner en masse si c'est pas encore fait et de mettre un j'aime à cette vidéo. Bombardez-moi ce pouce bleu, on va s'amuser je vous dis et on commence. On va niquer ce soir! Le chapitre 15 a Himawari sur le cover, ses habillements sont couverts du dessin de Kurama, et derrière elle le mini Kurama. Il a pour titre à ses filles et le texte explique le fait que Himawari doit faire de sa force qui vient de se réveiller un ami. De retour après la mission périlleuse à Suna qui a coûté la vie à Yodo, la première chose que Konohamaru, qui a failli perdre la vie aussi, fait avant même de manger, de prendre une douche, c'est utiliser le Tokdama de Matsuri pour réveiller Muegi avec l'information donnée par Boruto. Le mec est complètement fou d'elle après avoir appris travers Matsuri que Muegi ressent du sentiment amoureux à son sujet. Derrière lui se trouve l'équipe 10 et Himawari qui sont les élèves de Muegi. Et ça marche, l'arbre absorbe le Tokdama et boum, tout de brise et Konohamaru attrape Muegi. L'équipe 10 est soulagée et elle reprit connaissance immédiatement après avoir été libérée et la première phrase qu'elle dit c'est mon petit Konohamaru. La phrase qu'il ne voulait pas que Matsuri lui dise. Et il n'était pas le seul qui sentait la sueur du combat, vu que Boruto aussi le regardait là-haut en volant et il lâche un grain de sourire. C'est pareil pour nous, Shinki est devenu comme avant. Quand Kuru annonce à Shikamaru la bonne nouvelle de son côté, Areya a réveillé Shinki et il continue en rassurant Shika que le Kasukage va bien aussi. À cause du Finjutsu l'art des sauts de Shinki, il n'a pas encore repris connaissance. Et la Kankuru lâche une information précieuse. Depuis quand les ninjas ont la capacité de faire du Finjutsu? D'après les informations, seuls les Otsutsuki et ceux qui ont hérité de leur gène peuvent effectuer une technique de Finjutsu qui est à l'origine la vraie technique utilisée grâce au chakra et que le ninjutsu, peu importe, il est une pâle copie du Finjutsu. Kankuru l'a bien dit oui. Comment un ninja lambda peut utiliser une technique propre venant des Otsutsuki sans avoir de lien avec eux? Shinki n'est peut-être pas ce qu'on croit et à l'avenir, on va connaître son vraie histoire. Pendant que Shikamaru se réjouit un peu pour une fois, car il a passé tout ce temps inquiet pour les autres, car si quelque chose leur arrive, c'est de sa faute. Et maintenant qu'il peut un peu respirer, il se fait déranger par Sai, qui lui fait savoir que le conseil des vieux dinosaures qui ne veulent pas crever la pelle. En voyant la tête de Sai qui le regarde, il a tout de suite compris que c'était la fin. Est-ce que le duo Sai-Shikamaru va prendre fin? Sakura n'apparaît dans Boruto que quand elle soigne les blessés. On est à l'hôpital de Konoha. Muegi se repose sur son lit, entouré par plusieurs visiteurs dont Sumire qui rejoint la Team 10. Sakura fait savoir à Muegi que tout va bien. Sarada, après avoir pris une bonne douche, leur rejoint pour voir comment va Muegi, et ses yeux tombent dans celle de Sumire au même moment que Sakura explique que le chakra ne circule plus chez sa patiente, c'est peut-être à cause de l'arbre qui a volé tout son chakra. Elle souffre juste de malnutrition et qu'une bonne bouffe va la remettre sur pied, et c'est la dernière fois qu'on voit Sakura durant le chapitre. Une seule case pour la troisième membre de l'équipe 7 de Naruto et Sasuke. On le voit que pour soigner jamais, on la voit qui s'inquiète pour Sasuke. On aurait pu avoir une case où elle se dit si Muegi, qui a été à peine transformé en arbre, souffre de malnutrition, quel serait le cas pour Sasuke qui souffre depuis des années. Elle est chanceuse car les autres de l'ancienne génération, comme Kakashi et les autres, n'ont même pas accès à une seule case. L'équipe 10 est contente de la nouvelle et Muegi s'excuse de leur avoir fait peur. Elle a donné un remerciement spécial à Konohamaru tout en l'appelant encore mon petit Konohamaru. Là je me dis peut-être qu'il a un vague souvenir de ce qui est passé, on va voir pour la suite. Et Sarada passe en mode courageuse, convoque Sumire pour aller discuter un peu. En voyant les yeux de Sumire, on sait qu'elle est gênée. Sur le toit, elle passe plus d'une minute à regarder dans le vide sans dire un mot pour vous expliquer à quel point elle était surprise et stressée. Sarada était même sur le point de faire le truc dessus tellement elle était sous tension. Tu as fait du bon travail, la mission n'a pas dû être facile. Sumire prend son courage à deux mains et félicite Sarada. Sarada tremble tellement que parler demande un grand effort. Elle dit juste assez vrai. Pendant que Sumire allait s'excuser, elle entend de la part de Sarada Sumire. Je peux t'appeler ainsi? Pour faire allusion au fait qu'elle l'appelait que délégué, ce qui a énervé Sumire. Sans se rendant compte qu'elle se faisait espionner par le drone ultra puissant de Teda. Sarada demande excuse à Sumire pour ses erreurs passées, mais Sumire le coupait brusquement pour dire que c'est elle qui a mal agi et elle a tout dit brusquement. Sarada lui fait savoir qu'elle a été surprise, mais tout ce que Sumire lui a dit était vrai. J'ai été lâche.
Quels que soient les sentiments ou mon manque de capacité, je ne voulais pas regarder la réalité en face. Sumire la regarde maintenant avec un œil soulagé. Sarada poursuit pour rappeler que le moment où Sumire lui a demandé si elle était amoureuse de Boruto, elle était sincère dans sa réponse. Pour elle, Boruto était un plouc qui se lance tête baissée dans la difficulté sans réfléchir. Mais elle ne sait pas quand c'était arrivé, mais de plus en plus elle pense à cet imbécile de Boruto. Elle était dans la même position de Noel Silva dans Black Clover. Avant, Asta n'était qu'un imbécile à ses yeux, mais plus elle passe du temps avec lui et voit son courage et sa force, elle commence par être déduite par lui. Elle parle des problèmes de Boruto qui devient de plus en plus compliqué, et elle se dit que si on est dans la même équipe, c'est normal de s'inquiéter pour lui. Le même mensonge que Noel Silva se disait à chaque fois qu'elle espionne et pense trop à Asta. Sarada, lui, elle est réaliste, elle fait savoir à Sumire que tout a basculé au moment où elle n'arrive pas à savoir si elle s'inquiète pour lui en tant que coéquipier ou d'une autre manière. Sumire, silencieuse Eda, est en extase, tu sais, elle aime ça. Et Sarada est arrivée dans une phase où elle se trouvait nulle à se préoccuper du prince charmant au lieu de se concentrer sur son rêve, et elle est arrivée à la conclusion qu'elle ne mérite pas de devenir Hokage vu qu'un Hokage digne de ce nom n'a pas le temps de s'occuper de ses gamines réelles. Pour elle, penser à Boruto, c'est une faiblesse, elle a hérité cela de Sasuke. C'était celui qui a rejeté l'amour de Sakura et l'amitié de Naruto pour devenir plus fort. L'amour est une faiblesse qui empêche d'évoluer. Voilà la devise de Sasuke dans Naruto. Quand je vous dis, je ne fais pas simplement des reviews, j'apprends. Si vous avez sauté cette partie, tu vois ce que tu allais perdre? Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pendant que Sarada suivait la logique de Sasuke, elle se trouvait devant des difficultés qui montrent sa faiblesse jusqu'à ce qu'elle croise Yodo qui a vu son désespoir et au bord de la mort, elle lui frappe la vérité en plein face. Tu te mens à toi, même probablement inconsciemment. Et c'est grâce à cela que Sarada est arrivée à dévoiler sa puissance. Asuna Kishimoto jouait avec cette question, est-ce que l'amour est une faiblesse? En passant par Matsuri et Konohamaru qui ont montré sa faiblesse, et dans le combat Sarada face à Ryu, il a montré que contrairement à ce que Sarada pensait, l'amour est une force. À travers Sarada, Kishimoto nous montrait la force de l'amour. Le fait de reconnaître son amour pour Boruto, Sarada a débloqué la puissance qui était en elle, et sans Yodo, Sarada n'allait jamais dévoiler son Mankyu Sharingan, donc arrête de dire qu'elle ne sert à rien. Imaginez si Sasuke a trouvé à l'époque un Yodo à l'époque, ça allait lui éviter plein d'ennuis, et surtout son humiliation face à Killer Bee. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Sarada se sent libre, maintenant avoue à Sumire qu'elle aime Boruto. Eda est plus choquée que Sumire, elle part en vrille, là on dirait que parler d'amour est une drogue pour elle. Mon envie de vouloir l'aider me rend plus forte. J'ai l'impression que je pourrais devenir Hokage. Tu vois, j'avais raison, maintenant Sarada pense le contraire, ce qu'elle pensait avant elle a évolué, et pense que l'amour est une force et que Hokage rime avec l'amour. Sumire fait savoir qu'elle le savait déjà, c'était trop prévisible. Sarada gênée répond moi aussi. Sumire la remercie, vu qu'elles sont plus gênées, elles peuvent s'amuser comme au bon vieux temps. Et là encore cela ressemble à Black Clover Asta qui a deux amis Noël et Mimosa folle de lui, et c'est la même chose dans Boruto. Eda qui se plaignait dans son coin du fait d'être écartée, fait appel à l'unité de détection pour se connecter à elle et aussi pour tester quelque chose qui va chambouler la vie de Sarada et Sumire. Fait de ta force vient de réveiller un ami. On voit Himawari qui médite comme Naruto face à Pain pour maîtriser sa force. Elle s'entraîne dans son subconscient avec Kurama pour devenir plus forte. Himawari essaie de bouger son corps normalement face à Kurama, alors que c'est pas bien. Kurama lui faut savoir qu'elle n'est pas une Kunoichi ordinaire, au lieu d'essayer de se battre avec son corps, elle devrait essayer de bouger grâce au chakra, c'est sur le chakra qu'il faut se concentrer pour attaquer et esquiver. Himawari, qui ne comprend rien, lui fait savoir qu'elle est un ninja, et un ninja se bat avec son corps, c'est logique. Kurama, qui est presque fatigué de toujours expliquer, lui rappeler qu'elle n'est pas juste quelqu'un qui a un bijou en elle, elle est le chakra, sa nature est plus proche de Kurama et de Jura. En fait, le Himawari est un bijou d'une masse de chakra fermée dans un corps. Le prof Kurama dit à Himawari qu'il faut qu'elle se considère comme une masse de chakra qui ne subit pas les blessures du corps, ou autre. Himawari, gamine comme elle et ne pige rien du tout, mais cela énerve Kurama qui est fatigué et va dormir. Il aurait dit lui expliquer comment marche le chakra et comment cela passe dans son corps, ou celle de Jura comme ça Himawari aurait mieux comprendre. Himawari ne veut pas que Kurama parte lui supplier de rester, même retourner à la réalité. Elle crie son nom fort seule dans une maison sans personne à son côté, tout comme Sasuke et Naruto. Elle voulait juste quelqu'un à côté de lui, mais sans savoir que Boruto la surveille sur l'autre toit. On dirait que lui aussi, il n'aime pas se baigner, tout comme Konohamaru. Boruto fait un pacte avec le diable. Boruto est tellement calme à Konoha qu'il a profité de contacter Momoshiki avant d'entrer à la maison. Ils se rencontrent toujours là où Momo était mort, il fait semblant d'être frustré en demandant à Boruto quel bon vent l'emmène, pourquoi elle prend contact avec lui de son propre gré. Yo, salut squatter, tu boudes toujours à ce que je vois, ont-ils déjà pris contact ou bien? Momo fait savoir que parce qu'il a échappé à la mort lui comble de désespoir qu'il aurait mieux abandonné Boruto quand Kawhi l'avait tué. Non seulement il ne peut pas se réincarner en plus, il ne peut pas dominer l'esprit de Boruto, il n'a nulle part où aller, et pour échapper à cette malédiction il vaut mieux qu'il crève avec Boruto. Depuis quand quelqu'un vient habiter chez toi et vient te reprocher comment tu gères ta maison?
Mais on dirait que ça a marché sur Boruto, qui réfléchit un peu avant de lui demander de lui prêter main forte. Momoshiki le recale car il refuse de l'aider. Boruto lui fait savoir que ce n'est pas gratuit. Si je parviens à tuer Jura à ce moment, là je te donnerai mon corps entier. Momoshiki commence à sourire car pour une fois il va pouvoir tuer tout le monde et se venger. Pourquoi je crois que Momoshiki bluffe avec Boruto en faisant savoir qu'il est fatigué? Momoshiki n'est juste pas une personne fiable, c'est tout, il n'a jamais abandonné l'idée de contrôler l'esprit de Boruto. Face à un Jura qui ne risque pas de mourir sitôt, Momoshiki va profiter d'un moment d'inattention et bute tout le monde. Attention à ceux qui vont se trouver à côté de Boruto à ce moment-là, et si Kawaki reste avec ce même niveau, c'est foutu pour lui. Et le chapitre se termine sur les filles qui parlent du fait que Boruto ne sait pas si elle l'aime et Sarada, qui dit c'est cela qui le fait craquer. Mais elles ne savent pas si leur sourire va être de court instant. Chapitre 26. Vu qu'à la fin du chapitre 25 l'auteur se posait des questions sur quelle serait la réponse de Momoshiki aux propos de Boruto, on nous présente le chapitre 26 avec Momoshiki sur le cover comme un marionnettiste qui contrôle son pantin au bout des doigts, et le chapitre a pour texte le d'araignée descend dans les fins fonds de l'enfer. Et le titre n'a rien à voir avec lui vu que c'est le contact secret de l'ennemi. Ça a rapport avec Shikamaru qui va être dans la mouise. Le chapitre commence avec Inojin qui fait cadeau à Himawari un bocal miel en rupture de stock pour la faire plaisir. Il utilise l'excuse comme quoi on le vendait. Là où il était pour avoir un remerciement accompagné d'un sourire mignon de Himawari. Sur le chemin de retour, il croise un crapaud sur un mur. La réaction des êtres humains normale quand ils croisent ce truc, c'est qu'ils s'enfuient à grands pas. Vu que c'est un shinobu qui a l'habitude, il s'en fout, jusqu'à ce qu'il entend Inojin Yamanaka, j'ai quelques questions à te poser. Le mec est choqué de voir un crapaud lui adresser la parole, et se demande est-ce qu'il est fou ou c'est un crapaud du monde Muboku. En plus, le crapaud est super minuscule. Regarde sa taille devant Inojin, voilà pourquoi Kashin Koji les envoie partout sur Shikamaru et autres sans se faire repérer. Il est tellement minuscule qu'on peut le mettre partout. Il semble avoir des sentiments amoureux envers Himawari Uzumaki. Inojin est sur le choc, comment il sait ça, il est à 2 doigts de faire pipi dessus. Comment Kashin Koji sait que Inojin adore Himawari? Grâce à son pouvoir. Moi je pensais que Kashin Koji ne pouvait pas voir Himawari dans le futur, et grâce à ça elle est une singularité du destin. Mais apparemment il a vu que Inojin a fait, ou va faire une action lui prouver son amour. C'est parce qu'il le sait déjà qu'il dit que c'était juste une vérification. Le crapaud lui dit que cette réaction lui a suffisamment plu et demande s'il a envie de le protéger. Il serre les mains et répond fort oui je vais la protéger. Le crapaud dit si tu veux en savoir plus suivez-nous et notre vérification est terminée. Inojin qui ne comprend pas s'approche de lui et boum, on le voit se téléporter vers le repère d'Orochimaru. Voilà le repère où Orochimaru utilisait pour mettre en œuvre son plan de détruire Konoha serve maintenant comme abri à un groupe de personnes clandestins qui veulent sauver Konoha. Derrière la fumée se trouve un mec calme hyper badass qui le regarde. Inojin intimidé commence à donner son sueur et lui demande qui tu es. Je m'appelle Kashin Koji, je me bats pour protéger la planète des Shinju humains. Inojin bien renseigné, choqué de voir un membre de Kara réussir à survivre. Boruto présent aussi lui menace et retire l'idée de s'échapper. Je ne sais pas mais on dit que Boruto devient de plus en plus intimide. Regarde-le assis sur son trône, le pied croisé, le mec a un charisme de fou. Même Inojin est impressionné. Il a même envie de faire caca dessus, on dirait Itachi face à Sasuke. Boruto et Uzumaki de sang mais Uchiha dans le style. Mais Boruto lui rassure en lui faisant savoir que, après la discussion, il va pouvoir s'en aller tranquillement. De retour au stèle de Otsutsuki avec Jura qui chiale pour une histoire de romance, il a la sous-estimée car c'est une histoire qui n'existe pas mais ça arrivait ému sans le vouloir. Ne me dis pas que Jura est en train de pleurer sur l'un des romans de Jiraiya. Hidari futé le fait remarquer qu'une chose semblable lui est arrivée précédemment. Mais Jura explique que c'est l'émotion de Matsuri qu'il a ressentie face à Konohamaru. Elle ressentait la colère et la tristesse en même temps que l'amour. Grâce à Matsuri, Jura connaît la douleur et aussi l'amour, il sait comment ça se fait de sentir l'amour. À cause de Matsuri, je comprends une chose essentielle sur le retour de Sasuke. Jura ressent les émotions des Shinju. Si Sasuke se réveille en Hidari et qu'il a envie de trahir, Jura il allait le remarquer. Vu qu'il ressent tout ce que les Shinju ressentent. Il ressent aussi l'excitation vu que Mamushi tape son meilleur livre de boules devant tout le monde, que des filles sexy, il connaît aussi l'excitation et l'envie de se reproduire. Jura fait savoir à Hidari que des larmes font partie des choses qu'il a acquis grâce à Matsuri et demande à Hidari si cela le répugne. Hidari répond que c'est intéressant et que pour comprendre l'amour, cela semble loin d'être suffisant. Jura lui répond que pour comprendre et contrôler l'amour, il devait avoir beaucoup plus d'informations. Et à ce sujet, Mamushi, qui est bandé sans le savoir, explique pourquoi il est intéressé par Eda. Il a compris qu'il a envie de le dévorer pour non seulement se nourrir, mais aussi pour la dominer, la posséder. Il veut avoir accès aux informations dans son gène. Pour comprendre l'amour, la mission de Mamushi est plus grande que les autres. Contrôler l'amour.
Avoir le pouvoir de séduction de Teda pour que toutes ces filles sexy qu'elle vient de mater tombent amoureuses de lui une fois évoluées. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. On peut comprendre que c'est pour comprendre la raison pour laquelle les gens aiment tant Eda, et comme ça ils vont faire un grand pas dans le contrôle de l'amour, ce qui prouve que la vie de Teda est en jeu. Si à l'avenir les Shinju vont pouvoir comprendre l'amour, Eda doit mourir, sa vie est plus en jeu que les autres. Moi je n'en ai rien à faire de l'amour, mais nous en tant que Shinju, on doit évoluer et prospérer. Sans savoir que son envie de dévorer Eda vient d'un amour artificiel que son ancien moi ressentait envers elle. Et que pour moi Mamushi a envie de Mugu Eda, et que tous ses prétendants discours c'est pour masquer son envie de faire l'amour avec elle. Jura trouve sa proposition intéressante, si c'est pour connaître l'amour, ce n'est pas un mauvais choix. Le plus rigolo c'est Hidari qui passe son temps à chercher le sens de l'amour et comment le contrôler, alors qu'avant Sasuke refusait l'amour, pour lui l'amour n'est pas son point fort. Déjà il a passé sa jeunesse dans la haine, c'est trop drôle. Si au cas où je me fais renvoyer, Temari va passer son temps à me saouler. C'est ce que dit Shikamaru en se dirigeant à la salle du rendez-vous. Tout de suite il se fait contacter par télépathie par Kashin Koji. Shikamaru malin lui demande par qui il est passé pour le contacter vu que Ino ne veut plus lui suivre. Il s'avère que leur véritable plan, c'était de se servir d'Inojin pour contacter Shikamaru dans une communication non officielle pour le rappeler qu'il risquait de perdre son poste de Hokage. En voyant à quel point il donne de sueur, on comprend que si ça arrive, Temari va lui faire vivre un enfer. Kashin Koji propose de lui conseiller pour que cela n'arrive pas. C'est lourd, ça me donne envie de démissionner direct. Shikamaru joue avec la situation, mais pour Naruto et Temari, il va tenter de le suivre. Arrivé à la salle, il se fait accueillir par Sir Kobu, l'entremetteur du pays du feu, qui le traitait d'Hokage intérimaire avec un regard méprisant. Shikamaru, qui essaie de se calmer, lui demande que fait-il là. C'est la vieille élève de Tobirama et acolyte de Danzo qui lui répond en faisant savoir que c'est pour la mission Asuna qu'il a planifiée de façon arbitraire. Pendant que Kobu lui raconte à quel point le seigneur de feu doute de sa capacité à diriger le village et menace de réduire le budget de Konoha. Mais Shikamaru, lui, au lieu de répondre, tourne le sujet et parle de les Shinju comme une grande menace que pour Konoha qu'il souhaite diminuer le budget et le pays du feu tout entier. Shikamaru globalise tout le monde et leur dire que même le pays du feu n'est pas épargné par la menace des Shinju. Et qu'il est impossible de dialoguer avec eux pour l'instant et qu'il a trouvé une information sur la mission et sur les ninjas sélectionnés pour l'exécution de la mission. C'est le plan de Kashin Kojisa. Lui fait parler du fait que la mission qu'on lui reproche, c'est pour protéger le pays du feu qu'il a fait. Et les vieux qui veulent le piéger lui demandent qui est son informateur. Sur la guidance de Kashin Koji, qu'il interdit de parler de son pouvoir, Shikamaru répond qu'il ne peut pas dire davantage pour la sécurité de tous. Voilà, le second plan de Shikamaru se fait passer pour une victime. Quand on est en première ligne, on doit se baser sur les éléments incertains, reprocher aux vieux et aux seigneurs du feu qui ne font rien dans les situations les plus critiques. Et que c'est grâce à cette information qu'il a planifié lui-même cette mission et qu'il est prêt à endosser la responsabilité. Les vieux qui se trouvent piégés, Shikamaru leur protège et le village sauve le Kazekage et eux ils viennent le critiquer. Maintenant ils abandonnent Suna et ils mettent l'hypothèse comme son informateur est Boruto. Shikamaru sait qu'ils ont touché un point sensible. La Vielle poursuit librement en faisant savoir que Boruto sait beaucoup de choses sur les Shinju. Et que des rumeurs fait savoir que Boruto est leur allié, il duperait les villageois avec des informations dans le but de détruire Konoha. Pour faire clair, Boruto est Kawaki qui a profité de la gentillesse de Naruto pour le tuer lui et sa femme. Vu que le village lui a chassé, il utilise les Shinju pour détruire Konoha. Il va même utiliser la ruse pour manipuler les hautes instances de Konoha pour déclencher sa chute pour se venger du village qu'il a expulsé. Voilà l'image débile que les vieux ont envers Boruto, car ils ne peuvent pas tolérer que Boruto soit venu pour les aider à tuer Hidari. Mais ils vont rencontrer une autre soi-disant victime de Boruto, qui est Konohamaru, qui voit qu'ils partent en vrille et leur disent que ce n'est pas bon de penser ainsi. Shikamaru essaie de le prévenir, mais Kashin lui ordonne de dire rien. Laissez-leur prendre Konohamaru dans leur viseur au lieu de toi. Shikamaru veut garder sa place se taire. Konohamaru fait savoir aux vieux que durant la mission, Boruto était venu le sauver d'une mort certaine et à aucun moment il a ressenti l'envie de nuire à Konoha. Le vieux le prend de haut et lui dit « Ne me dis pas que tu le défends ». Konohamaru réplique en faisant savoir que Boruto a ses raisons. La vieille lui traite d'imbécile et lui rappelle que c'est lui qui a tué le Hokage. C'est un criminel qui a fait un mise à mort et en aucun cas on devrait discuter avec un criminel tel que lui. Je pense que les vieux n'aiment pas vraiment Naruto, qu'il prétend vouloir venger. Quand Naruto était Hokage, à aucun moment ils avaient le pouvoir de le diriger et Naruto était contre ses idées bestiaux déjà, c'est l'œuvre de Tsunade, la petite fille de Hashirama, que eux et Danzo ont tant détesté. Et Tsunade n'était pas du genre à se faire influencer comme Hiruzen. Et pendant le règne de Naruto, il ne pouvait rien lui faire et rien lui dire car Naruto était le héros du monde, c'était la perfection. Quand Naruto est mort, c'est là qu'ils ont trouvé l'occasion de gouverner Konoha comme ça leur chante. Voilà pourquoi le manque de respect à son sujet, ils ne prononcent même pas son nom et vu que Shikamaru n'est pas leur marionnette, ils veulent le mettre les bâtons dans les roues. Sasuke a sauvé un mec qui a tué Naruto, il le bannit direct.
sans se poser la question pourquoi Sasuke a sauvé le criminel qui a tué son meilleur ami. Il devrait le tuer, non? La preuve qu'il voulait se débarrasser de lui de toute façon. Malgré tous les sacrifices que Sasuke a fait pour se racheter, il reste qu'un trait à leur yeux. C'est fou de voir malgré tout le travail que Naruto a fait pour combattre la discrimination, mais il règne toujours dans la tête de certains dirigeants de Konoha. C'est pas pour rien que ces vieux étaient l'élève de Tobirama. Derrière leur soi, disant justice de cache une grande hypocrisie et une envie de diriger tout par eux-mêmes. C'est pour avoir accès à ce genre d'informations qu'il faut bombarder ce pouce bleu et de vous abonner en masse si c'est pas encore fait. Konohamaru tente de défendre Boruto, mais le vieux ne veut pas qu'il parle et Kobu avoue que la mission est une réussite. Ils étaient venus pour le critiquer pour une mission qui avait réussi. Heureusement, Shikamaru leur a fait voir la réalité. Vu qu'on veut attaquer à tout prix Shikamaru, Kobu reste concentré sur Boruto et déclaré si au noyau de Konoha, il existe des gens en contact avec un criminel, cela relève un grand problème pour la sécurité du village et le prestige du village. C'est pour cela qu'il ordonne à Sai d'arrêter Konohamaru qui tente de défendre Boruto pour l'interroger pour trouver tous les traîtres. Fait allusion à comment Boruto a été libéré quand on l'a interrogé. Quelqu'un l'a forcément aidé et on va le trouver. Sai accomplit les ordres sans broncher. Shikamaru est en mauvaise posture. De l'autre côté, Inojin se doute de Kashin Koji. Après tout cela, il leur faut part de sa préoccupation en disant votre façon de communiquer secrètement sans suivre les règles de l'unité de détection, alors que c'est interdit, vous fait violer plusieurs règles. On est des fugitifs, on n'a pas d'autre choix que violer les règles. En plus toi aussi tu viens aussi de les violer en nous aidant. Ils ont profité de la naïveté de Inojin pour le piéger. Maintenant Inojin se trouve mêlé à tout ça alors que sa mère a abandonné cela pour sa protection. De toute façon la famille de Sai se retrouve dans un bourbier pas possible. Boruto l'explique à quel point les Shinju sont capables de tout pour leur affronter. Il faut s'adapter à ces méthodes, ce n'est pas le moment de chialer avec le respect des règles. Au contraire, pense par toi-même à ce que tu veux sur le moment. Inojin met sur table le fait qu'il a osé attaquer Jura malgré sa puissance inhumaine pour protéger Himawari, et donc il faut avoir de la détermination et de la force. Kashin Koji en profite pour demander à Boruto s'il a proposé un marché à Momoshiki. Si Kashin Koji sait cela, c'est qu'il a préparé un plan pour quand Momoshiki prend le contrôle de Boruto pour soit le tuer ou le fait faire marche arrière. Boruto lui dit qu'il a rempli son rôle. Kashin Koji pas content de la réponse de Boruto en lui disant de lui donner une bonne réponse et qu'il n'aime pas son attitude, mais Boruto ne se laisse pas avoir et lui reproche de rien dire sur ce qui ne l'arrange pas et lui demande combien de personnes auraient dû mourir à Suna. Kashin Koji ne répond pas et lui dit tout ce qu'il a fait c'était dans le but pour que Sarada ouvre ses yeux pour un avenir meilleur et le demande s'il a d'autres critiques, dit-le, mais Boruto a laissé tomber. Déjà parler du pacte avec Momoshiki devant Inojin c'est risqué et de le montrer que Kashin Koji veut accomplir son but peu importe le nombre de gens qui meurent devant Inojin c'est immature. Si Kashin parle de Momoshiki devant Inojin, c'est qu'il sait déjà que Inojin va leur aider peut-être à l'avenir pour celui-ci. Après les engueulades, Kashin Koji appelle Shikamaru et lui demande de donner des informations sur ce qui se passe actuellement. Shikamaru fait c'est au tour de Konohamaru d'être en salle d'interrogation et que très bientôt ce serait son tour. Kashin Koji lui dit qu'il doit rester Hokage dans leur avantage et que dans une semaine ou deux Mamushi va attaquer Konoha, sa cible est Eda, et il va lui donner des informations le concernant, et là on va alors, quand vas-tu déclarer ton amour à Boruto? Eda le demande à Sarada pour être fixée et Sarada qui a la trouille répond qu'il n'a pas l'intention de le faire et quand elle se fait coincer par Eda, elle répond tout en stressant que Boruto a d'autres préoccupations et qu'elle ne veut pas qu'il ait un malaise à cause d'elle qui va dire ce qu'il ne fallait pas. Quand on demande à Sumire, elle répond que cela dépendra du moment et qu'elle est prête à lui dire subitement. Je vous avais dit ça ressemble trop à Black Clove et Noël et dingue de Asta, mais par orgueil et fierté elle fait la conne et Mimosa lui est prêt à tout déballer. Eda pète un câble et devient une gamine en disant que des choses de gamine, tu sais déjà parler d'amour la rend déjà dingue. Et les filles se jettent sur le dos de Sarada. Sumire commence pour dire même si Sarada dit le contraire, mais je pense que c'est la même chose pour elle et Eda vient mettre le clou en disant c'est pas faux déjà avec l'affaire où elle se jetait dans ses bras. Sarada choquée, mais Sumire vient d'éteindre la flamme des filles en disant d'une côte Sarada, a raison c'est le sentiment de Boruto qui compte et il a autre chose à faire et tout de suite le calme revient. Boruto a tellement de choses à faire qu'il s'assoit en mode antagoniste pour faire pression sur Inojin pour l'aider à sauver le poste de Hokage de Shikamaru. Sarada serre son oreiller fort comme si elle souffrait. Vu que le calme revient, Eda décide de dire ce qu'elle ressent. En disant c'est bizarre, on dirait que vous n'êtes pas captivé pour moi. Et boum, la pression monte, toutes les deux regardent Damon et disent qu'elles ont merdé. Et repensent à ce que Shikamaru leur avait dit, elles devraient jouer le jeu comme quoi elles sont influencées par elle. Au lieu de dire que la personne qu'elle aime le plus c'est Eda, elle dévoile leur amour à nu pour Boruto, et c'est l'une des raisons pour laquelle Eda voulait leur parler pour confirmer son intuition et c'est réel. Ils leur reprochent de ne pas déclarer leur amour à elle mais à Boruto, et normalement c'est impossible. Et boum, Damon commence à bouger. Sarada éveille son Mankyu, mais cela n'empêchait pas à Damon de passer derrière leur dos pour leur prendre au cou, même si elle a esquivé un tout petit peu. Tu as tenté de faire quelque chose, Sarada? Tu voulais utiliser ton fameux Mankyu Sharingan? C'est ce que Damon leur dit en tenant leur cou, et il précise en disant qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut, mais ça sert à rien si elle meurt avant.
Et le chapitre se termine. Moi je pense que Sarada ne voulait pas attaquer Damon et à Konoha, elle est la seule à pouvoir tenir tête à Damon. Si elle active son pouvoir et ajouter la gravitation sur eux deux, ni elle ni Damon seraient pris par le pouvoir du gravitation le temps qu'ils discutent, il faut qu'elle s'entraîne pour améliorer son pouvoir. En voyant cela, beaucoup en avaient peur pour Sarada. Certains ont proposé que Sarada allait utiliser le deuxième pouvoir de son Mankyu Sharingan, et comme je m'en doutais rien de cela n'allait arriver, et nous allons le découvrir dans le chapitre 27, qui a Inojin sur le cover, avec un style badass, un mélange de jaune et de mauve, et son mini-épée derrière son dos. Ce que je trouve bizarre, c'est sa position. Comment ça se fait que cette épée ne tombe pas quand il marche? Il ne respecte plus la gravité, bordel. Le chapitre a pour titre En pariant sur la vie et comme texte déterminé. Quelle est la vraie justice? On se retrouve dans le champ de l'action. Le chapitre a pour titre En pariant sur la vie et comme texte déterminé. Quelle est la vraie justice? On se retrouve dans le champ de l'action. Sarada et Sumire sont dans la mouise, on se demande comment ils vont faire pour se libérer de l'emprise de Damon sans se faire tuer. Mais à ce que je sache, Eda a déjà parlé de ce sujet à Damon et elle l'avait donné pour ordre de ne pas les tuer, et il a obéi. Si j'en avais envie, j'allais vous faire disparaître en un instant sans même que vous vous rendez compte. C'est la voix de Damon qu'elle entend derrière elle, et sans que sa main ne presse plus leur cou. Sarada lâche un soulagement, tu ne nous tues pas? Eda leur explique qu'elle ne comprend pas pourquoi elles n'ont pas été affectées par son omnipotence, alors qu'elles ne sont pas des Otsutsuki. Et met la théorie de tous les youtubeurs sur la table. Tous les analystes de Boruto ont mentionné cette théorie. Eda se demande est-ce que le fait qu'elles sont amoureuses d'un Otsutsuki comme Boruto qui a produit cela? C'est la théorie de tous les analystes de Boruto. Mais après, elle met cette théorie en doute en faisant savoir que Kawaki et Boruto sont tellement beaux gosses et charismatiques qu'il y a plein de filles qui leur aiment au village ou ailleurs. Donc elles seront aussi comme Sarada et Sumire, et d'après elle, Sarada et Sumire sont les seules qu'elle voit qui ne subit pas l'effet de son pouvoir. C'est moi qui vous ai exclu. Eda a affirmé que c'est elle qui l'a fait inconsciemment, elle l'a souhaité et l'omnipotence l'a réalisé. Pourquoi se demande Sumire si choquée? Et là Eda leur rappelait qu'un jour, quand elle était tous les trois assis avec un oreiller, en faisant des trucs de fille, Sarada lui a dit ceci. Soyons amis comme tout le monde. Et ce geste a fait beaucoup de plaisir à Eda qui voulait ça depuis longtemps, elle voulait en se faire des amis qui ne sont pas attirés par son pouvoir. Personne ne l'a vraiment aimé à part son frère. Je connais pas totalement son histoire, mais ce que je sais, elle a beaucoup bavé. Gigan et Amado la voulaient que pour son pouvoir, lui et son frère se font accepter à Konoha à cause de son pouvoir, et que Sarada et Sumire étaient les premières à lui tendre la main et deviennent son amie. Quand elle a activé son omnipotence, elle leur avait épargné inconsciemment parce qu'elle ne voulait pas changer la mémoire de ses amis. C'est intéressant, mais moi j'en doute. Il faut le dire depuis qu'elle est venue à Konoha, avant même de faire la rencontre de Sarada, et Sumire Sarada ne pouvait pas le voir. Pendant que Chocho, Inojin et Mitsuki ont tombé sur son charme, Sarada n'a pas été affectée et leur demandait que est-ce qui leur arrive. Elle exprimait une sorte de mini dégoût inconsciemment pour elle juste parce qu'elle était jalouse de Teda pour qu'elle ne pique pas Boruto. Sarada n'a jamais été affectée par Eda, même quand elle et Sumire l'avaient proposé de devenir leur amie, ce n'était pas par amour causé par son pouvoir, c'était naturellement. Regarde comment Delta, influencée par Eda, réagit en parlant d'elle comme si c'était la personne la plus précieuse au monde et que dès le début Sarada et Sumire n'étaient pas comme ça. Ensuite on arrive à un problème là. Dans le chapitre 26, Eda a mentionné son pouvoir de séduction, pourquoi elle glorifie Boruto en sa présence. Mais dans le chapitre 27, elle semble parler du pouvoir d'omnipotence qu'elles ont été épargnées. C'est cette explication que je viens de donner en haut. Le seul moment où Eda pourrait exclure Sarada et Sumire de son pouvoir inconsciemment, c'est en activant l'omnipotence parce qu'elle était devenue amie avec les filles. Mais pour son pouvoir de séduction, je ne vois pas d'explication. Elle ne pouvait pas leur éviter vu qu'elle ne les connaissait même pas en plus, elle ne savait pas si elle allait être leur amie. Soit ce truc est plus compliqué, ou Kishimoto veut nous rendre fous. Pour moi, la seule chose qui pourrait éviter Sarada et Sumire au pouvoir de séduction d'Eda, c'est son pouvoir a tout prévu à sa place. Dès le début, Eda a évité inconsciemment les personnes qui vont devenir ses amies à l'avenir. Sinon la théorie des youtubeurs en modification, Sarada et Sumire ont évité le pouvoir de Teda par jalousie pour Boruto qui est un Otsutsuki. Certes, il y a plein de femmes qui pourraient aimer Boruto ou Kawaki, aucune ne leur a jamais aimé et courtoisé comme Sarada et Sumire. Aime Boruto de manière profonde, qui fait que quand elle voit Eidea pour la première fois, c'était une nouvelle concurrente. C'est soit omniscience, le pouvoir caché de Teda, ou notre théorie en modification. C'est une chose que je désirais depuis longtemps, et cela avant de vous rencontrer. Eda continue d'exprimer ses sentiments, et Sumire la regarde avec empathie. La Eda joue au philosophe et tente de juger les deux théories, en disant est-ce que parce qu'on est les trois à aimer des Otsutsuki? Quoi qu'il en soit, il s'agit pour moi d'avoir des relations normales avec des humains, donc elle a préféré sa théorie qu'elle a leur a évité inconsciemment, et je ne dirai jamais assez si c'est pour l'omnipotence, il n'y a aucun problème car elle était déjà amie, mais si c'est pour son pouvoir de séduction, c'est mort car elle ne se connaissait pas à moins que c'est la théorie en haut comme par prémonition.
En plus, il y a une chose qui est pas nette: comment ça se fait que Eda ne savait pas que des Lebus Sarada et Sumire ne sont pas influencés par l'omnipotence, car elle peut visiter n'importe quelle discussion ou action du passé au moment où elle est née, alors que Sarada a éveillé son Mangekyu Sharingan dans ce même moment en disant à Sasuke Boruto n'est pas ce qu'il croit, et surtout sa discussion avec Sumire et Shikamaru. Cela me paraît vraiment zarbi. Revenons. Eda a du mal à croire que Sarada et Sumire va lui faire du mal. En plus, si c'est vous deux qui me tuez, ce serait pas une mauvaise chose. Eda ouvre son cœur. Sarada et Ason sur le choc et se tiennent la main d'Amon n'a pas compris, et Eda leur prend pour leur faire un gros câlin avec des amis que t'aimes pour vraiment pour ce que tu es. Enfin, l'un des rêves de Teda ont été réalisés. La petite fille solitaire a réussi à se faire des amis. Maintenant, le plus dur, c'est qu'il faut essayer de convaincre ce bâtard de Kawaki à l'aimer pour trouver le vrai amour, et ce mec veut mourir, on va voir dans la suite. Après, elles se sont dit plusieurs mots d'amour entre filles, comme quoi leur relation c'est une amitié où elles risquent leur vie, et Sumire semble aimer les choses tragiques où tout peut se mal passer. Je vois pourquoi elle adore Boruto. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mamushi est capable de se diviser. C'est l'une de ses aptitudes. Kashin dévoile les capacités de Mamushi aux alliés, donc en gros Mamushi est un gros bolos qui peut se diviser à l'infini d'après lui. En plus, c'est pas du multiclonage, chacun d'entre eux ont la même force que l'original, on dirait les mêmes. Pour plus d'explications, si un Mamushi se divise en deux, le Mamushi qui vient de naître peut se diviser aussi, et c'est la même chose pour tous les autres. Quand Shikamaru dit on est dans la merdée, mais Kashin Koji lui rassure que c'est ça son point faible, plus il se divise plus il devient bête. Et Shikamaru a déjà tout compris, propose qu'il soit divisé au max pour le détruire d'un coup. Et il y a une autre chose qui est plus importante, il faut leur crever les yeux car c'est grâce à cela qu'il peut se diviser. Celui qui perd ses yeux ne peut plus se diviser, mais à chaque fois que l'un d'entre eux meurt, il retrouve peu à peu son intelligence. Et d'après eux, de toute façon Mamushi va leur causer des ennuis. Il est peu nombreux, il serait trop fort, et plus il est nombreux, plus il peut s'éparpiller partout, on ne peut pas l'arrêter d'un coup. Kashin Koji leur propose de ne pas leur laisser dépasser 20 à 30 pour que cela devienne plus facile et leur élimine d'un coup. Shikamaru s'inquiète du village qui risque de se faire détruire. Mais Kashin Koji lui rassure que même s'il peut diviser en plusieurs, leur instinct leur permet de rester unis dans un seul endroit. Inojin pose une question importante qui est pourquoi l'idée c'est de le battre à Konoha, et la raison était simple. Éviter que Jura se pointe, ses cibles sont Boruto et Himawari. S'il bouge, il va rentrer dans la bataille aussi. Et s'il reste tranquille, il va juste assister au combat sans rien faire. Et Shikamaru se rappelle que ce mec adore Konoha, il est souvent aperçu à la bibliothèque et au salon de thé. Et on voit que Jura à Konoha déguste tranquillement ses brochettes et son thé. Les gens le regardent avec peur, mais n'ont pas le droit de s'approcher vu que Shikamaru a donné pour ordre de ne pas intervenir, mais l'unité de détection lui a toujours fait remarquer sa présence. Jura ne juge pas bon de se déchaîner à Konoha, le lieu de ses loisirs, et les Shinju le savent, ils ne doivent pas détruire Konoha sous en aucun doute. Même s'il devient débile, pas touche à Konoha. Mais Kashin Koji parle d'une crainte des Shinju envers Jura qui est plus grande que toute chose. Je me demande si par malheur Mamushi désobéit à Jura, comment il allait réagir? Va-t-il le punir ou bien? J'aimerais trop voir une chose comme ça dans Boruto. Et la deuxième raison, c'est parce que Mamushi va savoir de toute façon que sa cible est Eda, et sa cible est à Konoha. Voilà pourquoi Konoha est le village idéal pour vaincre Mamushi comme seul adversaire sans que Jura arrive. Ils veulent se mettre à plusieurs sur Mamushi, et pour cela ils ont besoin de la puissance de Inojin. Voilà pourquoi Kashin fait savoir à Inojin qu'il va devoir avoir une nouvelle technique. Ce n'est pas la technique qui va aider à vaincre Mamushi, mais ça va aider, et c'est une technique compatible à ta technique de transmission. C'est la raison principale qu'il a fait venir ici. Pour se préparer contre Mamushi, Kashin Koji déclarait que Inojin devrait acquérir cette technique en 2 jours. Mais Inojin est en panique car il trouve qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il pense que cela est impossible alors que Naruto lui à son âge a appris le multiclonage en une nuit, sacré Naruto. Kashin Koji lui fait savoir qu'il va y arriver car c'est une technique qu'il a créée dans un futur proche pour venger Himawari. En disant cela, on voit la tête de Shikamaru qui s'inquiète vraiment pour la fille de Naruto. Si quelque chose de mal lui arrive, il ne pourra pas lui regarder dans les yeux, pour lui les enfants de Naruto sont comme les siens de la même façon, il s'est occupé de la fille de Azuma. On peut tout lui reprocher, mais Shikamaru est un homme de valeur. Pour convaincre Inojin, Kashin mentionne la potentielle mort de Himawari dans une future proche, mais il n'avait pas cette technique avant sa mort, et cette technique pourrait éviter sa mort. C'est pourquoi Inojin serre ses poings et déclare devant tout le monde qu'il lui prendra seulement un jour pour l'acquérir. Même Kashin Koji n'avait pas prévu qu'il allait être aussi motivé. Même Boruto a un sourire dans son coin dans son mode badass. Kashin Koji est un rusé qui utilise son pouvoir pour prédire la potentielle mort des gens proches de celui qu'il veut convaincre pour le motiver à acquérir une technique dans le futur. Il a fait la même chose avec Boruto, maintenant il fait la même chose avec Inojin. Jura est immortel et Kawaki veut devenir plus fort. Pendant que Sarada parle d'amour et que Boruto parle du plan pour affronter Mamushi. Kawaki aussi se bouge de son côté.
Il fait la révision de son combat face à Jura, Amado, et spécialement sa technique d'arbre qui apparaît son ultime technique et soigner Jura. Amado mentionnait que malgré Jura semble avoir subi de dégâts dans son duel, mais il n'a pas grand chose à deviner. Non seulement il se soigne avec l'arbre, mais il l'utilise comme bouclier, et d'après moi il peut l'utiliser comme attaque pour aspirer le chakra. Regarde ce que Jubi a fait avec ses racines à la 4e grande guerre ninja. Pour moi c'est l'une des techniques secrètes de Jura. Et Kawaki lui dit tu veux dire qu'il n'a aucun point faible. Amado répond oui je pense qu'il est immortel. Là dès que j'ai vu Jura, sa façon de progresser plus le combat avance comme quelqu'un qui apprend dans chaque combat et devient plus fort mais qui ne se fatigue jamais. Il devient plus fort et plus résistant, et c'est pour cela que j'avais dit que Jura est immortel. C'est pas qu'il va pas mourir, mais c'est quelqu'un comme Jubidara. Et Kishimoto me donne raison en Amado. Quand je vous dis de vous abonner et de bombarder ce pouce bleu car je suis unique en mon genre, vous le faites pas Alzi. Bombardez-moi ce bouton. Kawaki qui a une bonne intuition pense qu'il a une chance de le vaincre, mais avec cette puissance il ne va pas pouvoir faire grand chose, voilà pourquoi il est arrivé à la conclusion qu'il n'y faut plus de puissance. Pendant que Amado tente de le raisonner, il se fait plaquer au mur incapable de respirer. Veux-tu que je t'explose la gorge? Ne fais pas de commentaires. Contente-toi de m'obéir. Kawaki ne joue pas, il doit une pression dingue à Amado et lui fait savoir que c'est la chose qu'il doit faire s'il veut qu'ils collaborent ensemble pour sauver sa fille. Amado regarde sa fille et on nous montre un plan sur sa fille qui est vraiment magnifique. Pour moi c'est la plus belle dans Boruto. Regarde Delta. Amado en tombant lui fait remarquer qu'il dit juste que son corps ne pourra plus supporter tout ça, il va s'autodétruire. Kawaki le menace qu'il ne va jamais collaborer avec lui tant qu'il n'accomplit pas son rêve, qui est de détruire tous ses ennemis, et si Amado veut voir sa fille, il doit collaborer. C'est soit Kawaki tuer tous ses ennemis et l'aider à sauver sa fille, ou soit que Kawaki meure avant tout ça. Amado se retrouve dans un bourbier pas possible. Lui qui voulait en protéger le corps de Kawaki pour réveiller sa fille, est arrivé à le rendre presque immortel car il se régénère après une grande blessure. Mais cela rend Kawaki plus faible et ses ennemis le tabassent. Kawaki lui a placé un ultimatum qu'il va l'aider que s'il tue tous ses ennemis. Donc Amado s'inquiète car plus Kawaki devient fort, plus il risque de mourir. Il arrive dans un carrefour où il n'a qu'un choix, rendre Kawaki fort pour qu'il coopère, sinon avec tous ses ennemis il va pas faire long feu. Le suspect démasqué. On se retrouve en salle d'interrogation avec Konohamaru qui se fait interroger à cause de Boruto, alors que, avant c'est lui interroger les gens, quel retournement de situation. Et il a mentionné que c'était lui qui interrogeait Boruto. Mais Kobu qui l'interroge persiste pour le déstabiliser, et c'est cela qui a provoqué la colère de Konohamaru. Il affirme que dans l'interrogatoire il détestait Boruto, mais maintenant il ressent une incohérence à l'image de traite qu'on lui donne, il s'énerve et on voit Sai qui le regarde avec curiosité. Et Kobu la fait taire en le déstabilisant, en disant qu'on l'a sûrement mis quelque chose dans le crâne et lui rappelle dans la position qu'il se trouve, là il peut se faire emprisonner comme complice du traite de Boruto. Kobu le trouve dans un impasse vu qu'il trouve que Konohamaru est sincère, et comme il est stupide il ne peut pas être complice, on allait vite le démasquer. Le traite de trouve ailleurs. Maintenant tout le monde sait que Konohamaru est un débile. Et c'est là que Shikamaru commet une erreur en contactant Konohamaru par télépathie et lui déclarer que c'était lui le traite qui a aidé Boruto à s'enfuir. Et c'est à cause de ça que Sai, qui s'y connaît en téléportation, commence à le suspecter. Je ne sais pas si Shikamaru a fait cela pour provoquer Sai, car il sait que Konohamaru est prévisible, et Sai va comprendre quand il parle par télépathie ou autre, mais Sai est sur le coup. La famille de Ino va jouer un gros rôle dans cet arc. Shikamaru le rappelle que c'était lui qui a transmis le code à Mitsuki Tralala et autres, et quand Konohamaru le demande pourquoi, et Shikamaru le dit, celui que tu es aujourd'hui peut bien comprendre non? Et c'est là que Konohamaru commence à penser à tous les moments où Boruto a bien agi à son sujet, et surtout face à Jura. Un traite n'allait jamais autant s'inquiéter de son bien-être. Comme toute mission, il y a un rapport. Est-ce que Konohamaru n'avait pas mentionné cela dans son rapport, ou les vieux de Konoha ne voulaient rien savoir? Shikamaru le demande excuse pour tout cela, et lui demande de l'aide, ou plutôt il le demande peux-tu nous aider? Car maintenant ils sont une équipe de personnes qui manigancent ensemble pour la protection du monde sans respecter les règles. C'est un groupe clandestin de biens. Et Shikamaru supplie à Konohamaru de l'aider, même s'il avoue que le choix dépend de lui. On sait bien comment ça va terminer, il va aider Shikamaru, mais le problème c'est Sai. Imagine qu'il décide de leur rendre la vie difficile alors que son fils fait partie du groupe et sa femme est une ex-alliée de ces criminels. Les vieux au pouvoir à Konoha. J'aimerais que ces vieux reprennent le pouvoir à Konoha et tentent de le diriger comme bon leur semble en ignorant les conseils de Shikamaru pour prendre des décisions stupides comme ordonner aux policiers d'attaquer à Jura et autres, pour que le village se fasse détruire à cause d'eux, que ce soit par les Shinju, Code ou Kawaki. J'aimerais trop voir leur tête qui ne savent rien faire à la responsabilité de tuer les villageois. Et que est-ce qui nous dit que quand Konoha va se faire détruire dans le futur, ce ne serait pas de la faute de ces vieux. Et le pire c'est qu'à la fin c'est Boruto qui leur apporte le soutien et éviter que tout part en fumée. Sunire avance pendant que Sarada pâtit.
Pendant que Eda leur fait un grand câlin avec plein de bisous, Sumire s'élève et dit qu'elle va au laboratoire et laisse Eda seule avec Sarada qui voulait aller avec elle. Eda ne veut pas Sarada parte. Elle la demande de ne pas le laisser seul avec cette folle, mais Sumire la souhaite bonne chance et part dehors tout en courant avec sourire et boum, elle se retourna et tombe sur Boruto qui l'attendait, qui le salue pendant dans l'autre balcon. Mitsuki leur regarde. Boruto lui parle de la technique qu'il utilise qui s'appelle le Hagoromo, qui n'a rien à voir avec l'ermite Rikudo, qui est une technique de Kenjutsu qui sert à envelopper la lame de l'épée avec son chakra. C'est une technique des Uchiha qui rend la lame plus tranchante et évite qu'il s'abîme, et le Uchiha qui a perfectionné cette technique, c'est Sasuke quand il recouvre l'épée avec son Reton pour découper plus rapidement. Mais pendant un instant d'inattention, l'épée est brisée par Jura et propose de le réparer dans une semaine avant le combat face à Mamushi tout en s'excusant auprès d'elle. Sumire, choqué de voir que Boruto lui demande ça, le prend comme un geste d'affection du gars envers lui, pendant que le bourg savait juste qu'elle peut résoudre ce problème et la confie à elle. Si elle était incapable, elle n'allait jamais le voir. Boruto donne à Sumire un rouleau qui contient une technologie qui n'existe pas encore, mais dans les recherches qu'elle va faire, elle va le découvrir à un moment ou autre. Il dit qu'il ne peut pas lui dire plus, alors que c'est Kashin Koji qui lui avait annoncé que Sumire va découvrir une nouvelle technologie dans un futur possible. Maintenant, on a 3 personnes qui vont développer une nouvelle technique ou technologie du futur. Boruto, Inojin et Sumire. Malgré sa tronche qui fait peur, Kashin Koji est vraiment important pour le monde. Il assemble tous les éléments pour que les personnes développent les choses qu'il a vues dans le futur. Boruto demande à Sumire si elle accepte de l'aider. Sumire lui dit que si elle le répare, ce sabre va avoir une nouvelle forme. Est-ce que cela ne va pas le déranger? Pas de problème pour Boruto, tant que ce sabre se trouve renforcé, son maître ne va pas avoir de problème. Boruto ne veut pas casser l'arme de Sasuke, il veut lui en donner au bon moment. Sumire accepte, mais elle lui dit qu'il y a un seul problème. Boruto, inquiet, lui demande quel problème. Elle lui répond ne l'appelle plus délégué, appelle à Sumire et s'en va en courant en lui disant qu'elle va lui faire quelque chose de classe. Boruto est toujours sur le choc. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez terminé les études? Où vous appelez toujours président le président de votre classe quand vous étiez à l'école? Eh bien c'est la même chose pour Boruto et Sarada, mais Sumire qui veut être plus proche de leur demande de changer leur approche. On se retrouve quelques jours après avec Mamushi qui débarque à Konoha pour chercher Eda. Je vois qu'il commence déjà à être bête vu qu'il se demande où est-elle alors qu'ils n'ont même pas encore rentré à Konoha et le vrai corps leur dit de supprimer leur chakra pour ne pas se faire repérer et c'est la fin. On nous montre le jour de l'attaque sans nous montrer que est-ce qui est arrivé à Shikamaru et Konohamaru? Est-il toujours Hokage? Est-ce que Inojin et Sumire ont terminé? On ne sait rien, mais ils vont devoir combattre Mamushi et je ne sais pas, mais si Eda est dans son bon moment, elle peut déjà être au courant que Mamushi attaque. Imagine si Damon l'attaque tout de suite. La suite va être une dinguerie. Est-ce que Inojin est rentré chez lui? Que préparait Sai? Est-ce que les vieux vont arrêter Shikamaru? On aura la réponse à tout cela dans le prochain chapitre. Pour l'instant, abonnez-vous en masse et bombardez-moi ce pouce bleu pour m'encourager, partagez à vos proches. Viva Naruto!